Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Aujourd'hui, on va parler du clavecin au XXe siècle. Alors oui, ça peut peut-être vous étonner puisque le clavecin est un instrument plutôt de musique ancienne, mais justement le propos de cette vidéo, c'est de vous raconter comment le clavecin est revenu en grâce au XXe siècle, à tel point que des compositeurs modernes ont décidé de composer des œuvres pour clavecin, et souvent des œuvres qui ont une sonorité, une esthétique tout à fait moderne. D'abord, quelques mots sur l'instrument clavecin pour vous resituer si vous connaissez mal cet instrument. Le clavecin, c'est un cousin du piano, évidemment, c'est un instrument à clavier. La différence avec le piano, c'est d'abord qu'il peut avoir plusieurs claviers. Là, sur cette image, vous voyez par exemple qu'il y a deux claviers. Il peut avoir plusieurs claviers et les cordes, une fois que vous actionnez une touche du clavier, les cordes sont pincées, alors que sur le piano, elles sont frappées. Voilà. Après, il y a d'autres différences de conception, et voilà pour les grandes différences. Il a certainement été créé au XVe siècle, mais les plus anciens clavecins qu'il nous reste aujourd'hui sont du XVIe siècle. Quoi qu'il en soit, l'âge d'or du clavecin, c'est au XVIIe et XVIIIe siècle. Puis, vers la fin du XVIIIe siècle, il va y avoir un déclin du clavecin avec l'arrivée du pianoforte. Donc le pianoforte permet des nuances en fait, c'est l'ancêtre du piano. Donc en fait le pianoforte permet de jouer piano ou forte, donc des nuances. Alors que sur un clavecin, que vous appuyez fort ou doucement sur la touche, le son est le même. Puis ensuite, le piano va arriver et il offre tellement de possibilités par rapport au clavecin que le clavecin va être abandonné et va disparaître. Alors bien sûr, évidemment que certaines personnes continuent à jouer du clavecin parce qu'ils aimaient cet instrument, bien entendu. Certainement qu'il doit y avoir même des concerts encore de clavecin qui ont dû arriver dans certains coins d'Europe, etc. Mais en tout cas, dans les répertoires des plus grands compositeurs du XIXe siècle, on ne trouve pas d'œuvre pour clavecin. Donc ça prouve à quel point il a quand même disparu et c'est devenu quelque chose de très marginal. Alors le comeback du clavecin, il faut d'abord savoir qu'il y a eu un premier clavecin moderne qui a été présenté en 1889 à l'exposition universelle. Et d'ailleurs, je vous ferai dans quelques temps une vidéo sur les expositions universelles et l'art, parce qu'il se passait beaucoup de choses aux expositions universelles, et c'est très intéressant d'avoir une vue sur les principales expositions, notamment au niveau de l'art. Donc il y a un clavecin qui est fait par Pleyel, moderne, mais il ne va pas avoir de suite immédiate. Puis, un événement certainement qui va aider, c'est que vers la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle, il va avoir un retour en grâce de la musique ancienne, notamment de Bach. Bach est redécouvert à peu près vers les années 1850, mais au début, ça reste assez quand même confidentiel, ça va monter, et puis vers la fin du siècle, il y a un retour à Bach, il y a un retour au contrapuntisme, notamment avec Max Reger, pour ne citer que lui, et tout ça va découler au XXe siècle, pendant l'entre-deux-guerres, va découler sur ce qu'on appelle le néoclassicisme en musique. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le néoclassicisme en peinture qui a lieu à la fin du XVIIIe. Là, c'est entre les deux guerres mondiales, le néoclassicisme. Donc c'est un courant qui met en avant les formes et les genres anciens, mais en utilisant toute la modernité des techniques de composition du XXe siècle, c'est-à-dire au niveau harmonique. Donc vous avez des formes comme la gigue, la passacaille ancienne, mais on utilise ces formes-là, la structure ancienne, mais on met des harmonies modernes. Voilà. Donc c'est un mélange qui aura beaucoup de succès et qui va accoucher de beaucoup de grandes œuvres. Et donc cet intérêt pour la musique ancienne va aider au retour du clavecin. Mais on doit ce retour notamment à Wanda Landowska, une pianiste et claveciniste bien sûr polonaise. Dans les années 1900, elle va commencer à s'intéresser à cet instrument, même se passionner puis à cet instrument, et elle va même écrire en 1909 et faire publier un ouvrage sur la musique ancienne. Mais un problème se pose à elle pour jouer du clavecin en concert, c'est qu'il est très difficile au début du XXe siècle de trouver un clavecin en état d'être joué en concert. D'autant plus que quand vous vous déplacez pour faire des tournées, en général, il n'est pas difficile de trouver un piano de concert de partout où vous jouez, alors que pour trouver de partout un clavecin en état, c'est quasiment impossible. Donc elle va commander à Pleyel un nouveau clavecin. Pourquoi Pleyel? Parce que justement, Pleyel avait montré qu'il était capable de faire un clavecin
à l'exposition de 1889. Alors pour rappel, c'est l'exposition où il y avait aussi la Tour Eiffel d'ailleurs. Et donc ça va devenir son clavecin préféré et avec lequel elle va faire tous ses concerts, notamment parce que Pleyel a créé un clavecin qui peut se transporter, qui est assez robuste pour être transporté pendant sa tournée. Alors bien sûr, après le clavecin va progressivement redevenir un instrument très apprécié, on va redécouvrir la musique ancienne, l'enregistrer, maintenant il y a beaucoup de passionnés de musique ancienne et de musique pour clavecin, et donc après avec le recul, ces nouveaux puristes de la musique ancienne vont être assez critiques avec Wanda Landowska. Je trouve ça d'ailleurs un petit peu injuste, puisqu'ils vont lui reprocher d'avoir joué sur un clavecin moderne qui est quand même finalement très éloigné d'un clavecin ancien, à tel point que même pour eux, il s'agit même pas d'un clavecin, il s'agit d'un autre instrument à cordes pincées, mais pour eux, on ne peut même pas parler de clavecin. Alors effectivement, évidemment, elle ne jouait pas finalement, ce que ses spectateurs, son auditoire entendait, c'était pas exactement finalement de la musique ancienne, puisque l'instrument était quand même assez différent. Mais ça restait quand même voisin, et c'est ça qui a permis progressivement aux gens, au public, d'apprécier la musique ancienne. Et donc, voilà, il fallait bien un début. On ne peut pas arriver et être dès le départ parfait, et dès le départ reproduire exactement la musique ancienne, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il faut être assez juste avec cette Wanda Landowska et reconnaître qu'elle a fait un travail fabuleux, que c'est elle qui a permis que, par la suite, il y ait des puristes qui jouent de la musique ancienne sur de véritables instruments d'époque restaurés. Maintenant, on va passer en revue quelques-unes des œuvres pour clavecin du XXe siècle, que je vous recommande d'écouter bien sûr, pour voir un peu quels sont les compositeurs qui se sont intéressés à cet instrument. Et on commence avec Frédéric Delius, un compositeur britannique que j'aime beaucoup. Il a été beaucoup enregistré, je vous recommande ses œuvres, par exemple son concerto pour piano par exemple. Il va composer une œuvre, danse pour clavecin en 1919, qui est composée d'ailleurs pour Violette Gordon Wodehouse, qui est une autre célèbre claveciniste qui a aussi participé à la redécouverte du clavecin, qu'elle aussi a redécouvert donc vers 1910. Et donc, voilà, cette œuvre de Delius, bon, c'est pas la plus intéressante, celle dont je vais vous parler. C'est une œuvre qui n'est pas particulièrement moderne au niveau de ce qu'on entend, plutôt fidèle à la musique ancienne, mais qui est surtout assez quelconque. On passe à Manuel de Falla, le célèbre compositeur espagnol, qui va composer un concerto pour clavecin, flûte, hautbois, clarinette, violon, violoncelle en 1926 pour justement Wanda Landowska. Et donc c'est une œuvre pour le coup qui est très moderne, mais qui est aussi très intéressante. Alors bien sûr, c'est une modernité, il faut être habitué. Là on est quand même vraiment dans la pure musique on va dire, années 1920-1930, il y a beaucoup de dissonances, mais ça reste quand même par moments mélodique, on n'est pas du tout sur de la musique atonale, donc c'est quand même moderne, et c'est ça qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que l'instrument est ancien, le concerto, alors j'ai bien aimé la construction de ce concerto, puisque c'est un concerto, mais plutôt concerto grosso dans l'esprit, puisque ce n'est pas un orchestre symphonique qui est avec le clavecin, c'est une petite sélection d'instruments, et donc c'est une œuvre assez intéressante que je vous recommande. Ensuite, on passe au français Francis Poulenc, un compositeur que j'adore et qui est trop peu encore écouté, trop peu joué aujourd'hui par rapport à sa qualité, notamment sa musique pour piano que je vous recommande, qui est vraiment géniale. Et donc il va composer des œuvres très très intéressantes lui pour clavecin. D'abord un concerto pour clavecin et orchestre de 1928, donc juste après Manuel de Falla, composé aussi pour Wanda Landowska. Et d'ailleurs c'est elle qui lui fait découvrir la musique pour clavecin, d'ailleurs. Donc c'est comme ça qu'il y arrive. Au niveau de la modernité, on se situe entre Delius et Falla. Voilà. C'est un peu plus moderne que Delius, mais ça reste plus proche de la musique ancienne que ce que fait de Falla, qui là part totalement sur des sonorités contemporaines. C'est une œuvre, ce concerto, très élégante. Alors on est sur un véritable concerto pour le coup, vraiment un clavecin et un orchestre, et je trouve qu'il a réussi un défi exceptionnel. Le clavecin est un instrument peu puissant, donc pour qu'il ne soit pas bouffé par l'orchestre, il faut être malin, il faut bien sûr alterner les deux. Alors des fois ce que fait Poulenc, c'est intéressant, c'est qu'il met juste les vents très légèrement au fond, et le clavecin vient se rajouter en solo, c'est très intéressant. Donc c'est vraiment très très bien écrit, et c'est une très belle œuvre. Ensuite, il a écrit
En 1935, la suite française d'après Claude Gervaise. Donc là, c'est pour 9 instruments, avant et tambour et clavecin. Donc c'est une œuvre très très élégante qui a vraiment l'esprit de la musique française du XVIe siècle. Bon, après il parle de Claude Gervaise, c'est un peu normal aussi, mais il a réussi à garder, mais il y ajoute une petite modernité harmonique quand même pour que ça soit intéressant, pour pas que ce soit juste un pastiche de la musique ancienne. Et le clavecin, une fois, est très très bien utilisé. Donc, deux belles réussites pour Poulenc, qui est le meilleur compositeur pour musique de clavecin du XXe siècle. Et si ce n'est pas le meilleur, en tout cas, il fait partie des 2 ou 3 meilleurs. On passe au roumain Martinu. Martinu, très intéressant aussi, un compositeur de l'entre-deux-guerres qui a fait dans le néoclassicisme aussi, et qui propose beaucoup d'œuvres très intéressantes. Et lui, il va vraiment s'attacher au clavecin, puisqu'il a composé beaucoup d'œuvres pour clavecin. D'abord, en 1935, il va composer 2 pièces pour clavecin, pas particulièrement intéressantes, mais surtout un concerto pour clavecin et orchestre. Donc après Poulenc, Martinu Cimé, qui est composé d'un autre claveciniste, qui est une Française cette fois-ci, Marcelle Delacour, qui est justement une élève de Landowska. Vous voyez l'importance de Landowska, puisque Landowska était professeur au Conservatoire de Paris de 1955 à 1967. Et c'est comme ça aussi qu'elle a pu former plusieurs clavecinistes, etc. Donc ce concerto est très très intéressant puisqu'il y a vraiment une ambiance baroque, mais des harmonies modernes, et Martinu compose de très très bons solos pour le clavecin. Ensuite, on a les promenades, 4 mouvements, les promenades pour flûte, violon et clavecin de 1939. Et alors là, c'est une très très belle œuvre dans l'esprit des concertos grosso, très belle œuvre, une orchestration qui va très très bien au clavecin, et une belle osmose des instruments. Je vous recommande cette œuvre. En 1958 et 1959, il va encore composer pour clavecin une sonate et 2 impromptus. Alors là, c'est composé pour une autre claveciniste, cette fois-ci c'est une Suisse, Antoinette Vischer. La sonate, je n'ai pas trouvé particulièrement intéressante, mais je salue quand même l'effort de Martinu d'essayer d'utiliser une forme traditionnelle, une forme très, on pourrait dire, une grande forme, la sonate, pour le clavecin. Je trouve que c'est bien aussi de proposer au clavecin, au lieu des œuvres légères, un peu comme les promenades, mais aussi des œuvres, des genres plus sérieux. Mais j'ai préféré les 2 impromptus, notamment le premier impromptu, que je trouve vraiment exceptionnel, peut-être mon préféré de tous ceux dont je vais vous parler. Donc, vraiment, vraiment un bon morceau que je vous recommande. Les thèmes sont très bons, la technique est vraiment intéressante, donc très bon premier impromptu à écouter. Enfin, dernier de la liste, c'est Richard Strauss. Alors là, c'est un petit peu plus original, c'est en 1944, donc on est le dernier de la liste aussi chronologiquement. C'est une suite pour clavecin, mais qui en fait est un arrangement de morceaux de son opéra Capriccio. Et donc il y a 3 mouvements, un passe-pied, une gigue et une gavotte. Donc on est totalement dans l'esprit de la musique ancienne. Et d'ailleurs, Strauss ne va pas du tout chercher à être moderne, c'est vraiment en fait comme un voyage dans le temps, comme si ces thèmes de son opéra avaient voyagé dans le passé ou avaient été envoyés à un compositeur du XVIIe siècle qui avait composé ces œuvres. Le résultat est vraiment très bon. Le passe-pied et la gavotte sont vraiment 2 morceaux très élégants, avec une belle qualité de thème, et la gigue, c'est une œuvre vraiment virtuose, et qui fait vraiment un bel équilibre entre le passe-pied et la gavotte. Donc une très belle réussite de bout en bout pour Richard Strauss, mais bon, c'est un grand compositeur, ça n'étonnera personne. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va voir un retour à la fabrication de clavecins, mais cette fois-ci à la manière traditionnelle. Donc autant on va restaurer des anciens clavecins, mais aussi on va fabriquer des clavecins qui respectent la façon dont étaient fabriqués les clavecins au XVIIe, XVIIIe siècle, alors que Pleyel, quand il fait un clavecin pour Landowska, lui va chercher à apporter des éléments du piano, au niveau de la caisse par exemple, pour donner plus de puissance, etc. Ce qui va un petit peu transformer aussi le son évidemment de l'instrument. Donc voilà pour terminer cette redécouverte du clavecin, la boucle est bouclée avec le retour à la fabrication traditionnelle du clavecin. En tout cas, cette histoire du clavecin au XIXe siècle rappelle qu'un des meilleurs moyens d'innover dans l'art, c'est toujours re-questionner le passé. Et souvent, les
les meilleurs peintres ont été ceux qui justement ont réussi à revenir à des formes perdues, hein, des grandes formes perdues, ou à des sujets perdus, et à leur donner un coup de fraîcheur, un coup de modernité. Et ici, c'est exactement ça. Voilà, vous prenez, plutôt que de faire du piano, hein, voilà, depuis le 9e siècle, on a un peu fait le tour du piano. Bon, au 20e siècle, il y a de très belles choses, mais on risque de tomber de la répétitivité. Donc, vous ressortez un instrument qui n'est plus utilisé pour créer de nouvelles œuvres, et mais vous utilisez aussi toute l'évolution de la musique, toutes les nouvelles techniques de composition, les avancées dans l'harmonie, etc., à cet instrument, et vous arrivez à une musique qui est nouvelle et qui est pertinente. Voilà. Donc ça, c'est une manière de faire, et c'est un peu le propos du néoclassicisme, récupérer, voilà, faire des gigs, mais avec des sonorités modernes, mais qui font quand même gigs quand on les écoute. Le retour de la fugue, aussi le retour en grâce de la fugue, c'est ça, hein, faire des fugues, mais avec des harmonies modernes. Voilà, donc cette histoire aussi rappelle cette grande règle de l'art. C'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle est votre œuvre préférée, si vous avez l'occasion de les écouter. Pour la prochaine vidéo, je vous proposerai un top 10 des femmes peintres, donc du 15e au 20e siècle. Vous allez voir, c'est intéressant, puis ça mettra en lumière des artistes qui sont des fois un peu méconnus, alors qu'elles ont de grands talents. Pour être au courant de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous, cochez la clochette, cliquez sur le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et partagez la vidéo sur Twitter et Facebook. Ciao!